Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants grâce à notre interprète Léonce Ekeni. Le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics a célébré hier ses 90 ans en présence du Premier ministre. Robert Mambé-Begré a rendu hommage à des chefs d'entreprise qui ont été distingués pour leur rôle déterminant dans le développement des infrastructures essentielles en Côte d'Ivoire. Quels sont les mécanismes utilisés pour l'enregistrement des biens acquis par l'État dans le système intégré de gestion de la comptabilité des matières? C'est l'objectif de la session organisée mardi à Abidjan en direction des gestionnaires du patrimoine de l'État. L'enjeu, c'est d'assurer une traçabilité exemplaire des actifs. 9 jours après la censure du gouvernement Barnier, Emmanuel Macron a nommé François Bayrou, 73 ans, à Matignon ce vendredi 13 décembre. Maire de Pau, député, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ministre de l'Éducation nationale, président fondateur du MODEM, François Bayrou, est chargé de former un gouvernement. 90 ans d'existence, 90e anniversaire, mise en valeur de la plénitude de la vie et la sagesse accumulée au fil des ans. Pour célébrer cet accomplissement, près d'une vingtaine de chefs d'entreprise, membres du GIBTP, le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, ont été distingués par Robert Mambé-Begré. Le Premier ministre entendait ainsi saluer le rôle important qui est le leur dans le développement des infrastructures essentielles en Côte d'Ivoire. Depuis 90 ans, le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, GIBTP, s'engage aux côtés de l'État pour bâtir un avenir durable. À travers ses actions, le secteur illustre sa détermination à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Au fil des décennies, le GIBTP s'est imposé comme un acteur incontournable dans le paysage économique national. Aujourd'hui, il regroupe 87 entreprises, générant un chiffre d'affaires de plus de 3 000 milliards de francs CFA et employant directement plus de 47 000 personnes. C'est sous le thème « 90 ans d'action pour le développement de la Côte d'Ivoire » que nous célébrons cet anniversaire. Ce thème reflète notre engagement constant à accompagner les ambitions de notre pays sous l'égide éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, auquel nous rendons un vibrant hommage pour sa vision qui place les infrastructures au cœur du progrès économique et social de notre pays. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, véritable pilier du développement socio-économique, a été honoré. Reconnaissance de la nation symbolisée par la décoration de 18 chefs d'entreprise. L'obtention de ces distinctions représente pour nous la reconnaissance de 20, 30, voire 40 et même 50 années de travail acharné, d'expériences tout aussi passionnantes qu'éprouvantes, de difficultés, mais aussi de défis relevés. Nous tenons à exprimer notre gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette haute reconnaissance. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a souligné l'importance des acteurs du BTP qui jouent un rôle crucial dans la vision de modernisation portée par le président de la République Alassane Ouattara. De 2015 à 2021, le secteur du BTP a connu une croissance moyenne de 5% par an et cette dynamique de croissance n'a pu être possible qu'avec le concours des entreprises que vous représentez. Ce secteur représente entre 6 et 7% du PIB et 20% du PIB secondaire, avec plus de 47 000 emplois directs. Et je tiens à rendre hommage aux entreprises du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics pour leur contribution dans l'exécution de tous ces grands chantiers de notre pays. La Côte d'Ivoire est plus que fière de vous et veut pouvoir compter sur vous pour les défis futurs. Chers acteurs du BTP, vous êtes un maillon essentiel dans le développement de la Côte d'Ivoire et c'est ensemble que nous réussirons à faire de notre pays un très grand pays. Je voudrais donc réitérer au président du GIBTP ainsi qu'à tous les membres du groupement ma joie
de me tenir à vos côtés, au nom du président de la République, pour célébrer avec vous 90 ans de vécu, de travail acharné, de sacrifices, mais aussi 90 ans de succès. Un recueil historique et un film immersif ont dévoilé les grandes réalisations du secteur. Entre exposition photographique, reconnaissance des bâtisseurs et projection vers l'avenir, ce 90e anniversaire célèbre l'héritage et l'ambition d'un secteur clé. Quels sont les mécanismes utilisés pour l'enregistrement des biens acquis par l'État dans le système intégré de gestion de la comptabilité des matières? Cette question trouvera certainement réponse à l'issue de la session organisée cette semaine ici à Abidjan en direction des gestionnaires du patrimoine de l'État. Les précisions de Lanciné Bakayoko. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités et l'efficacité des acteurs de la gestion des matières dans le processus de mise en œuvre de la comptabilité des matières. Principal module, l'entrée des biens dans le système. Ce module de formation est conçu pour vous fournir les outils et les compétences nécessaires afin d'optimiser notre système de gestion et d'assurer une traçabilité exemplaire de nos actifs, depuis leur acquisition jusqu'à leur sortie. Cette étape marque un tournant décisif dans la mesure où elle déclenche le processus de démarrage de la mise en œuvre de la comptabilité des matières en Côte d'Ivoire. Nous vivons une époque où l'exigence de transparence et d'efficacité est plus cruciale que jamais. Et à ce titre, l'entrée des biens dans notre système est une étape décisive pour garantir une gestion harmonieuse et conforme à nos objectifs. À l'issue de cette session, les acteurs devraient être en mesure de procéder à l'entrée des biens acquis ou reçus en donation ou en legs dans l'applicatif de gestion du patrimoine de l'État. Le top départ des rendez-vous de l'APSJ a été également donné hier jeudi. L'APSJ, c'est l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation. Et ces journées organisées ont pour ambition de sensibiliser les populations sur les opportunités qu'offre la bourse dans l'amélioration de l'avenir financier. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Les rendez-vous de l'APSJI, l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation, un espace de réflexion et de dialogue initié pour sensibiliser les investisseurs individuels. Nous allons démontrer que la bourse n'est pas seulement une plateforme de spéculation, mais un outil pour construire un patrimoine, financer des projets de vie et participer activement au développement de nos économies. Sous le thème « Avec la bourse, investir aujourd'hui pour mieux vivre demain », les participants de cette deuxième édition des rendez-vous de la PSGI explorent les opportunités offertes par la finance de marché. La bourse n'est pas compliquée, ce n'est pas quelque chose de, entre guillemets, sorcier, c'est quelque chose de tout à fait pratique et qui permet aux investisseurs de se faire de l'argent. Trop longtemps, la finance a été une notion abstraite et ça a rendu la population, ça a mis la population à la merci d'autres alternatives d'investissement qui sont beaucoup moins sûres que la bourse. Il faut comprendre que la bourse, c'est une option d'investissement qui est régulée, donc qui protège l'épargne. Parmi les participants, des novices venus découvrir un univers parfois perçu comme complexe. J'ai entendu parler des investissements en bourse, mais il faut le dire, c'est maintenant que je m'approche pour en savoir plus et comment le faire, par quels moyens il faut le faire. Il faut être à la retraite, il faut être commerçante, il faut être en activité pour le faire. Je suis venu prendre de plus amples informations. Ces journées se poursuivront avec des ateliers pratiques, des débats et des témoignages. L'objectif, faire du marché financier un espace inclusif et accessible à tous.
La 9e édition des Journées nationales de la transformation, c'était du 21 au 23 novembre dernier. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a réaffirmé son engagement envers la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur le rôle crucial de l'agrotransformation dans le renforcement de la sécurité alimentaire et le développement durable du pays. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. Les Journées nationales de la transformation referment leurs portes, tenues autour du thème de la contribution du secteur de l'agrotransformation dans la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Les acteurs ont pu proposer des stratégies pour améliorer la souveraineté alimentaire et réduire la pauvreté. Que ce soit au niveau de la tchéké, que ce soit même au niveau de l'EVA, que ce soit au niveau des palmiers à huile, que ce soit au niveau des fruits et des jus, nous arrivons comme ça à fabriquer tout type de machines. La machine que nous proposons à ces femmes-là, elles peuvent comme ça conserver ce jus-là pendant 1 an, 6 mois. On est là aussi pour regarder comment on peut travailler aussi avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on va faire venir les machines en kit et on va les assembler ici pour que ce soit la Côte d'Ivoire qui les assemble. Et on va travailler aussi avec ces équipementiers pour regarder comment on peut coopérer ensemble sur des process un peu plus complets. Ces journées nationales de la transformation ont permis de mettre en lumière les enjeux du secteur agro-industriel tout en posant les bases d'une collaboration renforcée entre les acteurs. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation veut promouvoir la transformation numérique au sein de l'administration publique, une digitalisation qui fera beaucoup de bien aux populations. Naomi Moklad, Didier Nguessan et Adama Kéré étaient aux Journées du numérique. Reportage. La première édition des Journées du numérique s'ouvre avec des réflexions sur la transformation digitale de l'administration et des services publics ivoiriens. À la fin de ces Journées du numérique, nous attendons à ce que les populations, le secteur privé et les acteurs de l'administration soient alignés sur la vision gouvernementale en ce qui concerne donc la transformation numérique de notre économie, à travers la transformation des services publics, à travers la mise à disposition des populations du service public pertinent qui viendrait donc faciliter la vie à ces populations. Le but de la digitalisation, c'est de faciliter la modernisation de l'administration. Et en termes de modernisation de l'administration, l'accent est mis actuellement sur la qualité du service public. Nous avons aujourd'hui un portail de e-service qu'on appelle servicepublic.gouv.ci et tout utilisateur, tout usager peut, via ce portail, accéder à 200 procédures administratives qui lui permettent d'obtenir, de faire des demandes pour des actes administratifs. Ces journées numériques se tiendront sur 2 jours. Elles permettront de favoriser l'adoption des technologies innovantes au sein des administrations et d'accélérer la digitalisation des services publics. On passe à la page santé de notre journal. Ils sont nombreux, plusieurs responsables des programmes de lutte contre le paludisme qui ont renforcé, qui ont vu leur capacité de travail donc renforcée sur la gestion des données à l'initiative de la Fondation Bill et Melinda Gates qui a financé cette formation. Les certificats de fin de formation, les parchemins ont été remis aux auditeurs qui se sont engagés à améliorer la prise en charge des malades du paludisme et autres maladies vectorielles. Didier Nguessan, en reportage. Ils ont en charge les programmes nationaux de lutte contre le paludisme au Cameroun, Kenya, Mali, Rwanda, Ghana et Côte d'Ivoire. Après une formation sur l'utilisation des données initiée par Strathmore Business School et la Fondation Bill et Melinda Gates au sein de l'Institut national de santé publique, ils reçoivent leur diplôme. Tous les acteurs qui ont été formés aujourd'hui sont transformés. C'est-à-dire que c'est des gens qui aujourd'hui sont des leaders. Celui qui est un leader, c'est celui qui a une vision. Donc tous les acteurs qui ont été formés aujourd'hui sont aptes ici à pouvoir, chacun dans sa localité, impulser ce changement dont notre pays a besoin pour que le système de santé soit l'un des plus résilients. Ces nouvelles compétences leur permettront de gérer au mieux leurs programmes, notamment avec les ressources financières et humaines. Nous avons fait une première cohorte. Cette deuxième cohorte est essentiellement liée au DR et DD et aux acteurs qui sont dans la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales légères. Ce que nous attendons,
c'est de faire des acteurs de santé des personnes responsables. Responsables capables de gérer la santé dans leur région, dans leur district, mais également capables de se projeter avec la formation reçue. Cette formation regroupée autour de 12 modules contribuera à l'élimination de la transmission vectorielle en Afrique. On en vient maintenant à cet atelier de validation des procédures et modalités de mise en œuvre des plans d'action de réinstallation, une initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. L'atelier devrait au final produire des textes innovants pour la gestion des impacts des projets donc sur les populations affectées par les effets néfastes du changement climatique. Grâce Kandor. Les plans de réinstallation ont pour objectif de minimiser les impacts négatifs tout en maximisant les avantages pour les communautés affectées. En vue d'adopter le projet fixant procédures et modalités de mise en œuvre de ces plans, les parties prenantes se sont retrouvées pour des réflexions à Grand-Bassam. Toute perte, qu'elle soit liée à des terres, des biens ou des moyens de subsistance, doit être pleinement compensée avec des mesures pour rétablir et améliorer les conditions de vie des populations affectées. Ces populations qui sont impactées, il faut tenir compte de leur avis, il faut tenir compte de leurs besoins, il faut tenir compte de leurs préoccupations. C'est pour cela qu'on fait ces études d'impact. Merci pour toutes les contributions que vous allez faire pour améliorer ce document qui va servir désormais de boussole pour tout ce qui est plan d'aménagement et de restauration. Autre partie prenante, la Banque mondiale, elle accompagne la Côte d'Ivoire pour un renforcement et une modernisation de ses textes réglementaires sur la gestion des risques et impacts environnementaux. Il est donc heureux que la procédure de mise en œuvre, de préparation et de mise en œuvre du plan d'action de réinstallation fasse aujourd'hui l'objet d'un texte qui en formalise l'approche et clarifie le rôle et les responsabilités des acteurs. Pour rappel, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau code de l'environnement dans le but d'améliorer les conditions de vie des communautés et de garantir à tous les citoyens un cadre de vie sain. À Bouaké, le Centre de recherche et d'études sur le droit et les finances publiques de l'Université Alassane Ouattara organise un colloque international sur le droit et les finances publiques. Il était question pour les chercheurs et experts de réfléchir pendant 72 heures sur le financement du développement en Afrique, son ancrage dans la durabilité et le rôle des États. Williams Kakou, Kader Sorodogo, RTI Bouaké. Le financement du développement, l'engagement des États et la durabilité, ainsi que le développement local, constituent les thématiques centrales du colloque international sur le droit et les finances publiques. Cette rencontre scientifique, initiée par le Centre de recherche et d'études sur le droit et les finances publiques de l'Université Alassane Ouattara, a pour objectif de susciter et mobiliser des solutions constructives pour relever les défis du financement du développement en Afrique. Pour nous, États africains, nous avons le défi du développement. Et il est impossible de penser le développement s'il n'y a pas de financement suffisant. En organisant donc ce colloque, nous offrons un cadre de discussion, d'échange fécond sur ce thème important. Le problème du financement et du développement, c'est un problème perpétuel dans nos pays, qu'il faut reposer à chaque fois par rapport à nos pratiques. À un moment donné, il faut faire le point et puis voir s'il faut repartir sur de nouvelles bases ou bien s'il faut aller sur la base des premières tendances. Le représentant du président de l'Université Alassane Ouattara salue cette initiative de portée scientifique, soulignant son importance dans la quête de solutions innovantes pour le développement du continent. C'est le lieu de rencontre de plusieurs disciplines et ça permet vraiment de sortir un certain nombre de solutions aux différents problèmes dont nous faisons face. En marge des échanges, un hommage a été rendu au professeur Kwaku Félix Tano, premier professeur de finances publiques de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Alassane Ouattara. Le thème retenu pour ce colloque est le financement du développement en Afrique. Un reportage de Williams Kakou, commenté pour vous par Kader Sogodogo. La superstition, c'est bien le fait de croire que certains actes, certains signes,
entraîne mystérieusement des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Eh bien, à Boaké, dans le Boaké, ils sont nombreux, ces superstitieux. Des superstitions donc qui vont des plus simples aux plus inimaginables. Vrai, pas vrai, en tout cas, beaucoup y croient. Boubacar Silla, Ulrich Kouakou, Kader Sogodogo. Nous sommes dans le mois de décembre, commune d'Adjamé. Ce centre commercial, réputé pour les préparatifs des fêtes, est en mouvement. À quelques semaines de la fête de Noël et celle de fin d'année, certains commerçants ont mis à la disposition des clients quelques articles à moindre coût. On y retrouve des jouets de tout genre et des vêtements au plaisir des enfants et parents. Bernice, vendeuse de vêtements et jouets, est au rendez-vous comme chaque année. Nous sommes là, c'est la période des fêtes. On vient au travail du lundi au lundi. On reçoit les grossistes, on reçoit les détaillants. Et puis bon, on contrôle aussi tous les articles qui sortent. On fait des réductions sur les articles. On fait aussi en même temps aussi les soldes. Et puis bon, pour attirer plus de clientèle. Cette accessibilité des prix des marchandises facilite la tâche aux parents en quête de cadeaux et leur permet de faire quelques économies. Pendant les fêtes là, c'est tellement bousculé. Donc je vois qu'aujourd'hui c'est un peu relax. Quand les fêtes approchent, les prix sont élevés, donc on n'arrive pas du coup à payer. Donc pour le moment, comme les prix sont un peu abordables, donc on préfère acheter en même temps. Maintenant, les prix sont un peu bons. Mais quand ça tombe vers la fête, vers le 20 comme ça, quand c'est bon à 3 jours de la fête comme ça, les magasins sont bourrés et puis le prix augmente. Donc maintenant, on se sent bien dans le prix, on peut faire nos achats rapidement et puis ça marche quoi. Qu'il s'agisse de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres, ses parents n'hésitent pas à mettre tout en œuvre afin de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Vous en êtes rendu compte, hein? C'est peut-être ces histoires de superstition qui nous jouent des tours. Là, on était au grand marché d'Adjamé avec ces commerçants-là qui procédaient au déstockage. Le déstockage, cette pratique commerciale qui consiste à se défaire d'une partie ou de la totalité d'un stock de produits à prix plus bas que ceux d'origine. On va y aller pour l'actualité internationale à présent. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a nommé ce vendredi François Bayrou au poste de chef du gouvernement français. Il succède à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre après 3 mois à son poste à la suite d'un vote de censure historique à l'Assemblée. Bayrou aura donc la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de survivre à la menace de censure d'une Assemblée nationale sans bloc majoritaire et de faire adopter un budget dont la France est pour l'instant privée pour 2025. Nous sommes vendredi, vous avez droit à votre journal du sport. Et comme vendredi, comme tous les vendredis, Samuel Metch nous a rejoint en plateau pour vous offrir l'actualité sportive de la semaine. L'actualité sportive de la semaine. Monsieur Samuel Metch, bonjour. Bonjour Hamza. Alors, il y a ce partenariat fructueux là entre l'État de Côte d'Ivoire et le club de Benfica. L'État est à la recherche de nouvelles pépites dans le foot. Et oui, la Côte d'Ivoire donc veut se trouver de nouvelles pépites dans le football et l'Institut national de la jeunesse et du sport de Marco abrite depuis donc ce mardi 10 décembre la phase de détection des jeunes talents U14 et U20 entamée depuis le 27 septembre 2024 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Un dernier round de recrutement donc à l'issue duquel 132 jeunes talents intégreront la prestigieuse académie Benfica Campus Côte d'Ivoire. Ce tournoi de détection est placé sous le patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Le point complet avec Salif Ouattara et Moyabi Diabaté. Repartis en 4 catégories, les apprentis footballeurs durant 2 jours étaient sur la pelouse du stade de l'INJS. Objectif, convaincre les techniciens de leur talent et pouvoir ainsi intégrer la prestigieuse académie de Benfica Campus Côte d'Ivoire. Les futurs pensionnaires de Benfica Campus Côte d'Ivoire ont été soumis à une évaluation technique, tactique, physique et psychologique. Lancé le 27 septembre dernier, 20 000 testés sur 33 000 inscrits et au finish, ce sont 132 talentueux qui seront retenus. C'est une grande joie, une grande fierté et avec une grande émotion que 8 ans après le lancement de ce projet-là, qu'enfin
Et nous sommes donc au terme de ce processus-là. Pedro Algria, Lanciné Diomandé, 2 responsables du projet Benfica Campus Côte d'Ivoire, semblent très satisfaits de ce premier recrutement. Je pense qu'il nous va faire bonnes équipes pour l'académie et je pense que la prochaine année nous va faire bonnes choses. Nous sommes à l'apothéose, je suis un homme comblé et très fier. Parce qu'il y a eu la participation de tout le gouvernement à sa tête, le chef de l'État et tous les membres du gouvernement, les journalistes, toute la population a adhéré à ce projet. Le projet Benfica Campus se veut donc très ambitieux avec le rêve de révolutionner le football ivoirien et ouvrir ainsi la voie à une nouvelle génération de stars. Et puis Samuel Metch, on a aussi du basketball. Et oui, du basketball. Dans ce journal. Ben oui, face à la presse, il était le président de la Fédération ivoirienne de basketball a dressé le bilan après 1 an de mandature. Il a aussi évoqué des projets à venir. Le point avec Moyabi Diabaté toujours. Nous avons repris la Super Coupe après la disparition de cette compétition, je crois depuis 2017. Après 1 an d'exercice à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball, Moussa Diarra a dressé son bilan. Le patron du basketball ivoirien continue de déployer les actions prévues dans son programme de campagne. Lorsque nous avions pour le champion en N1 qui était à 1 million avant, lorsque nous passons entre 3 et 5 millions, c'est multiplié par 3 ou 5 fois. Donc, ça, c'est déjà important. La Super Coupe, les champions ont reçu 2 millions. La Coupe nationale, c'est pareil. Le président Moussa Diarra a profité de l'occasion pour dévoiler le nom du nouveau sélectionneur qui conduira la Côte d'Ivoire à l'Afro-Basket féminin en juillet 2025. Stéphane Letts, entraîneur, Christelle Ngassané, adjoint, et le deuxième adjoint viendra d'Abidjan, que nous n'avons pas encore désigné. C'est un entraîneur, sa spécificité, il a eu des clubs pas avec des gros budgets, comme en Lille et autres. Il a des petits budgets, mais il qualifie les équipes pour la Coupe d'Europe. Chez les hommes, le président Moussa Diarra a promis mettre tous les atouts du côté ivoirien pour ramener le trophée de l'Afro-Basket 39 ans après le dernier sacre de notre pays. Samuel Metch, la cérémonie du Ballon d'Or africain, c'est prévu pour lundi prochain. Et oui. Et c'est attendu. C'est attendu. Grosse bataille entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Oui, grosse bataille. C'est pas le remake de la finale, ça. On va le dire, hein, carrément, c'est le remake de la finale de la dernière CAN que tous les Ivoiriens ont vécu ici en Côte d'Ivoire. Grosse bataille donc entre l'Ivoirien Simon Adingra et le Nigérian Lookman Ademola. D'ailleurs, c'est le Nigérian qui part grand favori de ce trophée Ballon d'Or, ce prestigieux trophée. Lundi 16 décembre, à partir de 18h GMT, on aura les réponses en direct du Palais des Congrès de Marrakech au Maroc, puis aussi en direct de la 3 parce que la RTI est sur l'événement. Donc pour ce Ballon d'Or, la Côte d'Ivoire est très attendue et d'ailleurs sera dans plusieurs catégories. Dans la catégorie meilleure équipe masculine de l'année, la Côte d'Ivoire est attendue. On pourrait avoir donc un titre à ce niveau. La catégorie meilleur sélectionneur de l'année, donc avec Faye Emers, pourquoi pas. Meilleur gardien avec Yaya Fofana qui sera lui face à Rowan Williams, le portier sud-africain. Et puis dans la catégorie meilleur jeune africain de l'année, on peut noter la présence de 2 Ivoiriens, dont Karim Konaté et Oumar Diakité également, qui part grand favori devant le Sénégalais Lamine Camara, sociétaire de Monaco. Alors c'est une cérémonie que tout le monde attend pour célébrer, pourquoi pas, Simon Adingra et les autres Ivoiriens. On attend cela. Et vous pensez sincèrement que la coupe pourrait revenir à la maison? La coupe pourrait revenir à la maison parce que Simon Adingra, c'est quand même des statistiques assez intéressantes. On peut noter qu'il a été quand même double passeur décisif à la finale de la dernière CAN, meilleur joueur de la finale de la CAN, meilleur jeune de la compétition et puis vainqueur de la CAN. Ça peut militer en sa faveur, mais à côté, on a quand même un important Lookman Ademola, donc important dans l'équipe du Nigeria. Qu'est-ce qu'on a sur lui comme chiffre aussi, Lookman? Il a brillé donc avec l'Atalanta Bergame, un triplé en
Ligue Europa qui milite en sa faveur. Et puis, il a été l'un des acteurs clés donc au niveau de l'équipe nationale du Nigeria lors de cette CAN. Il faut rappeler que le Nigeria était finaliste face à la Côte d'Ivoire et Lookman y a été pour beaucoup. D'accord. Et puis, il y a la Ligue des champions, le stade d'Abidjan, oui. le programme de Ligue 1 également et la boxe. Ben c'est clair. Demain, samedi 14 décembre, donc au stade Félix Houphouët-Boigny, le stade d'Abidjan fera sa 3e sortie en Ligue des champions CAF. Après 2 sorties manquées, on espère une victoire du stade face à Orlando Pirates. Et puis, la Ligue 1, nous aurons donc pour ce vendredi 3 matchs. CO Korogo face à Mouna FC à 15h au stade Robert Champroux de Marcory. Le Racing Club sera face au FC San Pedro au complexe de Bingerville. Et puis Oza sera face à l'Is de Sassandra à 18h au stade Robert Champroux de Marcory. Et puis il faut noter la victoire de l'AFAD 2-1 sur Sol FC. Le club de l'AFAD, le club du plateau, est toujours leader donc, de notre championnat de Ligue 1. Côté boxe, ce sera la grande finale du choc des titans. C'est demain samedi au Parc des Sports de Trècheville. C'est la 5e édition, donc une grande finale que tout le monde attend, qui sera retransmise également en direct de la 3 à partir de 20h. Voici pour l'essentiel. La 3, la chaîne 3 fois plus de sport, 3 fois plus de musique. Merci. Merci Samuel Metch, merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve demain, 13h.